Bonjour, alors je suis Gilles Desplanques, j'appartiens au service archéologique du département de l'Aisne. Avec mon collègue Antoine Ferrier, nous allons vous présenter la découverte de 3 bâtiments attribués au Blicky Villeneuve-Saint-Germain sur la commune de Presles-les-Boves, dans le département de l'Aisne. C'est une communication qui a été conçue à 6 et qui s'appuie sur les études des collègues dont les noms apparaissent à l'écran. Donc je les en remercie et je vous remercie par avance pour votre attention. La commune de Presles-les-Boves est implantée sur une terrasse alluviale de la rive gauche de l'Aisne, à environ 15 km à l'est de Soissons. L'extraction des alluvions depuis les années 1970 a donné lieu à des opérations archéologiques depuis 1994 sur la carrière de Presles-les-Boves, ici surlignée en rouge. Les principales découvertes concernent, en premier lieu, le bronze final, avec la découverte d'un vaste ensemble funéraire de plus de 200 fosses à crémation associées à un nombre important de monuments fossoyés. À l'occasion du décapage extensif ayant permis la découverte de cette nécropole, une occupation du rubané final du bassin de la Seine a été identifiée et 3 probables unités d'habitation ont été mises en évidence, ici en grise sur la carte. Elles sont éloignées d'une 50aine de mètres les unes des autres. Voilà un détail sur l'une d'entre elles. La partie nord de la carrière a fait l'objet d'investigations à partir de 2015 par le service départemental d'archéologie, occasionnant une fouille en 2017 qui a livré de nombreux vestiges d'une occupation française de la Première Guerre mondiale. Cette fouille a été suivie d'un diagnostic en 2018, au cours duquel la suite du site contemporain a été identifiée, ainsi qu'une fosse attribuée au Blicky Villeneuve-Saint-Germain. Cette fosse apparemment isolée ne l'était en fait pas, et la fouille de 2019 a montré qu'elle trahissait la présence d'une occupation située dans l'angle sud-est de l'emprise de fouille. L'ensemble de l'emprise décapée est marqué par une très grande densité d'anomalies de formes et de dimensions variées qui rendent la lecture des vestiges anthropiques difficile. Il s'agit de taches souvent informes dont le comblement consiste en un sable orangé, légèrement argileux, et dont le centre est souvent marqué par une tache grise. La discrimination des anomalies relevant d'une action anthropique ou relevant d'un phénomène biologique s'est donc révélée délicate à opérer. On distingue un premier bâtiment, un deuxième bâtiment et le troisième. Dans le cadre de la fouille, le décapage extensif a mis en évidence des alignements d'anomalies remarquables et a conduit à isoler des axes cohérents. Néanmoins, pour des raisons taphonomiques, il n'est pas exclu que certaines anomalies aient été retenues inutilement et que certaines fosses latérales aient été manquées. Nous nous permettons donc d'insister sur la prudence avec laquelle il faut interpréter les plans retenus. La fouille la plus exhaustive possible des anomalies susceptibles de correspondre à des fosses d'ancrage de poteaux a été réalisée. La diversité des profils observés a imposé la réalisation d'une typologie afin de classer et hiérarchiser les fosses sans a priori. Plusieurs critères ont été retenus pour décrire la physionomie affectée par les profils en plan et en coupe. 5 types ont été obtenus. Le type 1 en cuvette, le type 2 aux parois verticales et fond plat, le type 3 aux parois obliques et fond plat, le type 4 à double creusement et le type 5 à profil en V. Les 3 bâtiments semblent, sur la base de cette répartition morphologique, s'individualiser entre eux. On note en effet que le bâtiment A se caractérise par une surreprésentation des poteaux à profil en cuvette, que le bâtiment B se caractérise majoritairement par des poteaux à parois obliques et fond plat, et que le bâtiment C se caractérise par des doubles creusements.
Ce sont en effet les types 2, 3 et 4 qui présentent les indices de creusement anthropique les plus évidents. Ils ont été retenus en priorité. Ensuite, les alignements de plus de 4 fosses ont été relevés, quels que soient les types auxquels les fosses avaient été attribuées. La combinaison de ces deux critères a permis de mettre en évidence pour chaque bâtiment l'existence d'axes notables, en particulier un axe central correspondant à une orientation. L'abondance des fosses d'ancrage des poteaux porteurs du bâtiment A permet de restituer la totalité de son emprise au sol. De plan trapézoïdal, sa longueur totale est de 30 mètres pour des largeurs de 7 mètres à l'est et de 5,50 mètres à l'ouest, ce qui représente une surface de 180 mètres carrés. Ces dimensions font de l'exemplaire A une maison longue dont quelques parallèles ont été identifiés à Bussy-le-Long dans la vallée de l'Aisne. L'orientation générale de l'édifice est de 113 degrés par rapport au nord. Les fosses latérales ont été localisées de manière privilégiée dans les 2 tiers est. Mal conservées, elles n'ont livré qu'un mobilier faiblement abondant. La présence d'un dépôt d'anneaux en pierre dans une fosse située au sud constitue un fait marquant sur lequel nous reviendrons. En dépit d'une probable lacune dans sa partie ouest, le bâtiment B présente un degré de conservation plutôt favorable à une restitution crédible. Les 36 fosses d'ancrage des poteaux se répartissent de manière égale, supportant un système de tierces et rangées sur une longueur minimale de 19 mètres. Le pignon, à pan coupé, situé à l'est, est d'une largeur de 7 mètres. Si la limite ouest demeure discutable, l'absence de fosse latérale au-delà de la tierce 8 plaide pour une interruption du bâtiment à ce niveau. Si tel est le cas, il s'agit d'un édifice de taille plutôt modeste au regard des dimensions des bâtiments A et C. Les fosses d'ancrage, dont la lecture s'est révélée délicate, appartiennent majoritairement au type 2. L'orientation générale de l'édifice est strictement identique à celle du bâtiment A. La restitution du bâtiment C demeure délicate du fait d'apparentes lacunes dans la conservation des fosses d'ancrage de poteaux porteurs. Ces lacunes sont d'autant plus surprenantes que, contrairement aux fosses superficielles du bâtiment A, les ancrages du bâtiment C sont généralement assez profonds. Cependant, l'hypothèse d'une construction sur 5 rangées est envisagée sur une longueur minimale de 23 mètres. La limite orientale semble d'autant mieux identifiée que les premières fosses latérales du bâtiment s'alignent avec le pignon. La largeur de la façade à l'est serait alors de 7 mètres. L'orientation générale de l'édifice est de 117 degrés par rapport au nord. Le mobilier céramique a été étudié par Caroline Collat, qui s'est appuyée sur 345 tessons, pour un poids avoisinant 3 kg. C'est le bâtiment A qui a livré le corpus le plus important. La production céramique se divise en 2 groupes, une production grossière et une production fine, décorée et non décorée. La production fine se caractérise par des parois de quelques millimètres, des couleurs essentiellement gris foncé ou noires. Les inclusions sont peu visibles et les finitions sont soignées. La production grossière se distingue par des épaisseurs plus importantes des parois, des inclusions plus grandes et plus visibles, et par des pattes grises ou brun-orange, souvent claires. Les surfaces sont souvent craquelées et moins bien lissées. La série se compose essentiellement de petites, voire très petites formes simples de type coupe hémisphérique. Quelques profils en S existent, de même que 2 formes cylindriques et 3 bouteilles. Ces 2 dernières catégories, de plus gros calibre, ne sont représentées que par des fragments de bord ou d'éduites denses en boudin de grande dimension. La seule exception concerne le vase qui a servi de réceptacle au dépôt de bracelets en pierre, composé de 2 gros morceaux de fragments de panse, dont l'orientation est difficile à déterminer avec certitude. C'est l'exemplaire numéro 5 sur la diapo. La faiblesse des formes de grande dimension est donc à souligner et, à contrario, le nombre élevé de micro-vases. Les décors représentent plus d'un quart des tessons dessinés. À l'exception d'un individu, ils sont tous réalisés par incision. Ils sont essentiellement constitués de décors dits en arêtes de poisson, dont seul un exemplaire permet d'avoir une idée de son organisation. Le dessin numéro 2.
Réalisé sur une coupe hémisphérique, il s'agit de chevrons organisés en bandes verticales qui forment des panneaux partant du bord jusqu'au fond, a priori organisés autour d'une préhension à perforation verticale. Les comparaisons régionales permettent un rattachement à l'étape classique du Blicky Villeneuve-Saint-Germain selon la terminologie établie par Claude Constantin, et plus précisément à l'étape A de la phase moyenne de la typologie proposée depuis par Yves Lanchon à partir des sites de la basse vallée de la Marne. Cette étape est caractérisée par des petites formes hémisphériques ou en 3/4 de sphère et l'abondance des décors en arêtes de poisson. On remarquera que la maison B, la plus isolée, celle qui est au nord, n'a pas fourni le même type de corpus. Dans cette maison, les indices de forme de plus grande dimension sont les plus nombreux. La qualité technique des tessons est moins bonne, et cette maison n'a livré que 2 tessons décorés, dont un seulement en arête de poisson. La dissemblance entre les corpus de cette maison, c'est-à-dire la maison B, et le corpus de la maison A découle peut-être seulement d'une différence fonctionnelle, mais on soulignera ici que la répartition de la céramique dans les fosses n'est pas non plus tout à fait la même. Dans ce bâtiment, plusieurs fosses contribuent à l'effectif céramique, tandis que dans les bâtiments A et C, seule une des fosses méridionales rassemble presque tout l'effectif. Or, cette répartition dans les fosses méridionales semble être une caractéristique des maisons rubanées de la vallée de l'Aisne. On peut donc se demander si l'omniprésence des décors en arête de poisson, des céramiques de petit calibre mieux finies et l'absence de décors en relief ne suggèrent pas une différence chronologique entre, d'une part, les 2 maisons A et C, et d'autre part, la maison B, plus éloignée. L'étude de l'industrie lithique repose sur 221 pièces silicieuses étudiées par Solène Denis. C'est à nouveau le bâtiment A qui a livré le corpus le plus important. 5 types de matières premières ont été distingués. Les silex éocènes correspondent à des silex issus des niveaux du Bartonien, voire du Ludien. Les gîtes primaires affleurent à l'échelle régionale. Cependant, 12 pièces du bâtiment A et 1 pièce du bâtiment C ont clairement été prélevées dans les alluvions anciennes de l'Aisne, suggérant un apport non négligeable de cette source d'approvisionnement. Le silex secondaire sénonien est assez rare dans cette série. Le silex secondaire turonien est un silex noir, dont les gîtes primaires sont localisés dans les environs de Rethel, dans les Ardennes. Mais après les boves, la quasi-intégralité des artefacts a été prélevée dans les alluvions anciennes de l'Aisne, donc localement. Les blocs sont de très petites dimensions et de qualité médiocre. Un silex dit griffin a été individualisé du fait de ses caractéristiques ambivalentes qui ne permettent pas, macroscopiquement, de trancher avec certitude entre un silex secondaire sénonien et un silex éocène. La matrice est originellement gris clair, mais elle prend une teinte crème lorsqu'elle se patine. Cette matière première possède une texture extrêmement savonneuse. Son origine est inconnue à ce jour. Enfin, quelques éléments en grès quartzite ont été identifiés dans les 3 unités d'habitation. Ce matériau abonde dans la région. Ainsi, en l'absence de matériaux locaux de bonne qualité, l'approvisionnement semble être orienté vers des silex disponibles dans un environnement régional. De nombreux blocs de médiocre qualité ont toutefois été prélevés dans les alluvions locales. Le spectre des matières premières exploitées montre de fortes disparités entre les 3 bâtiments, chacun montrant une préférence pour un matériau différent. Le bâtiment A est alors dominé par les silex éocènes, le bâtiment B par le silex dit griffin, et le bâtiment C par le silex turonien des alluvions. Trois outils ont été individualisés. L'outillage sur lame est moins bien représenté que les outils sur débris et sur éclat, qui dominent le spectre de l'outillage. Les outils sur lame sont absents de la maison B, qui n'a livré que 5 outils au total. Les outils sur éclat sont dominants dans la maison A, alors que ce sont les outils sur débris qui sont les plus fréquents dans la maison C. Les pièces retouchées sont les plus nombreuses.
devant les burins qui ont été confectionnés plus fréquemment sur éclat que sur lame. Confère dessin numéro 5. 4 débris portent des retouches denticulées. Seuls 3 grattoirs ont été repérés, uniquement sur éclat. Les dessins numéro 6 et 7. Des coches. Le dessin numéro 4, des troncatures et une pièce esquillée sur lame, dessin numéro 8, complètent l'assemblage. Un débris en silex turonien porte des traces de percussion. Enfin, cette pièce semble utilisée brute comme en attestent des luisants ou des petites retouches. Les caractéristiques de cette industrie confirment une attribution générale au néolithique ancien et plus précisément à la culture Blicky-Villeneuve-Saint-Germain. En témoigne plus particulièrement l'approvisionnement plutôt tourné vers des silex éocènes que sénoniens et la structure duale des productions opposant production laminaire et production simple. Mais certains comportements ne sont pas sans rappeler des caractéristiques soulignées pour la fin du rubané. Utilisation massive de gravier des alluvions, présence du silex griffin par exemple. De plus, l'absence de fragments de grandes lames en silex tertiaire bartonien alimenterait également la proposition d'une attribution à une étape plutôt ancienne du Blicky-Villeneuve-Saint-Germain, puisque c'est à l'étape moyenne qu'apparaît cette production de grandes lames. Le macro-outillage a été étudié par Caroline Hamon. Son étude repose sur 30 pièces, constituées de percuteurs et de déchets de façonnage d'outils de mouture. L'association quasi exclusive de déchets de fabrication d'outils de mouture et de percuteurs de type particulier évoque les rejets d'une possible zone de production d'outils de mouture dans les bâtiments A et C. Ceci s'explique sans doute par l'implantation du site directement sur les niveaux cuisiens de l'Yprésien supérieur. Ces deux bâtiments auraient ainsi eu un lien fonctionnel, qu'il soit ou non contemporain. La quasi-absence de vestiges liés aux activités domestiques reste surprenante et suggère une occupation de ces bâtiments limitée aux premières étapes d'installation. Venons-en maintenant à la parure en pierre, étudiée par Yvan Pro. La série comporte 14 bracelets et un éclat. Mais c'est une des fosses sud du bâtiment A qui a regroupé l'essentiel de l'effectif. Les bracelets de la fosse 369 se répartissent en 2 lots distincts. Le premier comprend 8 pièces finies, disposées de champs et côte à côte. Le second lot est situé à quelques centimètres et est orienté perpendiculairement et en léger contrebas du premier. Il s'agit d'un groupe de 5 ébauches, posées également de champs. Les 2 lots sont associés à des tessons d'une même céramique. L'agencement des bracelets suggère l'existence d'un dépôt de pièces mises en réserve dans un contenant. Les schistes constituent le matériau principalement employé, comme c'est le cas sur la plupart des sites du Blicky-Villeneuve-Saint-Germain de la vallée de l'Aisne. Le gisement de Prélébov n'échappe pas à cette règle. Nous avons néanmoins pu distinguer plusieurs faciès schisteux au sein de cette série, qui se différencient principalement par leur couleur et leurs caractéristiques minéralogiques identifiables à l'œil nu. Les schistes métamorphisés d'abord, qui sont des schistes gris argentés, qui présentent des minéraux sombres de couleur ovale répartis de manière aléatoire dans la matière, ainsi que des grains inframillimétriques de mica brillant. Les minéraux sombres sont des cordiérites. Ils caractérisent un faciès appelé schiste tacheté, matériau qui est largement répandu dans les auréoles granitiques de l'est du massif armoricain. Géographiquement, il s'agit des massifs d'Athis, de Vire, de la Ferté-Macé dans l'Orne. 4 bracelets finis sont fabriqués dans ce matériau et proviennent de cette région. Dans cette famille, 2 bracelets se distinguent. La matière première de ces bracelets est envahie de cordiérite, créant des plages sombres qui tranchent avec les très nombreux grains de mica brillant. En surface, ces minéraux donnent un aspect mordoré à ces exemplaires. Ils appartiennent à un faciès de schiste tacheté
surmicassés. La variabilité des matériaux au sein des schistes tachetés suggère une acquisition de la matière première en plusieurs lieux, mais toujours localisée dans le massif armoricain. On distingue par ailleurs les schistes peu métamorphisés, de couleur gris anthracite assez homogène. C'est la matière première majoritairement représentée parmi les ébauches. Les teintes vont du gris bleu terne au gris micacé, et les parentés entre les roches utilisées sont évidentes. La détermination sur la provenance géographique, à l'œil nu ou en microscopie, est pour l'instant difficile en l'absence d'éléments diagnostiques. Ils peuvent appartenir aux deux massifs anciens armoricains et ardennais. Un bracelet en serpentine, enfin, a été identifié. La roche est rayable à l'ongle et a une dureté inférieure à l'acier, permettant d'exclure certains lithotypes comme les gédéitites. Les analyses pétrographiques, déjà réalisées sur des exemplaires contemporains en roche verte, permettent de comparer ce bracelet à celui découvert sur la commune de Lieusaint, en Seine-et-Marne, qui est composé principalement de chlorite et d'antigorite, ainsi qu'avec le bracelet provenant du site de Rungis, les Antes, dans le Val-de-Marne. Si l'origine géologique de la serpentine fait encore débat entre les domaines alpins ou armoricains, la présence d'ateliers de fabrication de bracelets en serpentine dans les Alpes internes conforte l'hypothèse d'une provenance alpine. La circulation de ces objets serait à rapprocher de la diffusion des productions de haches en roche verte depuis les Alpes en direction du bassin parisien durant le Néolithique ancien. La distinction physique observée sur le terrain entre les deux lots se décline aussi sur l'état d'avancement de fabrication des bracelets. Les ébauches sont toutes arrivées à un stade correspondant au percement de la rondelle centrale et de la régularisation de leurs différentes surfaces. D'un autre côté, les produits finis ont atteint, eux, un stade de finition remarquable grâce à un surpolissage effaçant toute trace de fabrication et une grande finesse des sections. Cette découverte en contexte domestique est inédite, non seulement dans la vallée de l'Aisne, mais aussi sur l'ensemble du territoire Bliquy-Villeneuve-Saint-Germain. Il y a en effet peu de comparaisons possibles, et lorsque plusieurs bracelets finis sont découverts regroupés, ils sont le plus souvent associés à l'existence d'une sépulture, ce qui n'est pas le cas ici. 2 vrais dépôts de bracelets ont été reconnus, mais à chaque fois, ils se situent en dehors de toute occupation domestique ou funéraire. Le premier est situé dans la plaine de Caen et comporte 6 bracelets finis, tandis que le deuxième est situé très loin des premiers affleurements de matières premières puisqu'il est localisé dans la vallée de la Marne. À chaque fois, les limites de creusement sont imperceptibles, les bracelets sont groupés et empilés les uns sur les autres, témoignant d'un contenant pour les maintenir dans cette position. Après les boves, le contexte est différent, et la question d'un contenant en terre cuite mérite d'être relevée. En effet, les fragments d'une même céramique répartis autour des deux lots, la proximité des deux ensembles et la disposition de champs des bracelets et des ébauches suggèrent un seul et même dépôt au sein de ce récipient. L'autre information inédite concerne la présence de schistes tachetés provenant du massif armoricain, matériau qui, jusque-là, n'avait jamais été reconnu dans les séries étudiées de la vallée de l'Aisne. En conclusion, le site de Près-les-Boves, en dépit d'une médiocre conservation et d'une lecture difficile des vestiges dans le substrat sableux, consiste en 3 bâtiments de plan trapézoïdal qui ont été attribués à une phase précoce de la culture Bliquy-Villeneuve-Saint-Germain. Il n'est pas exclu que cette occupation se développe au sud et à l'est de l'emprise fouillée. Cette découverte s'inscrit néanmoins dans le contexte bien documenté de la vallée de l'Aisne et permet d'enrichir sensiblement la compréhension de l'occupation du sol de ce secteur pour le Néolithique ancien, où, rappelons-le, un habitat rubané avait précédemment été identifié 300 mètres au sud-ouest. La question de la continuité entre les deux périodes sera donc soulevée dans le cadre d'analyses plus poussées. Si le mobilier céramique et lithique découvert est numériquement assez faible, des différences ont été remarquées d'un bâtiment à l'autre, correspondant à de probables spécificités fonctionnelles ou chronologiques.
On soulignera enfin la découverte exceptionnelle de bracelets d'un dépôt de bracelets en pierre composés de 13 éléments qui alimentent les questions relatives au dépôt intentionnel et à la circulation d'objets sur de longues distances. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'en profite pour remercier à nouveau chaleureusement l'ensemble de l'équipe qui a contribué à faire émerger ce site.